L'Europe en a fini avec la Chine. Et ce changement massif coûte à Pékin près de 1000 milliards de dollars. Les États-Unis prévoient d'augmenter les droits de douane sur les véhicules électriques chinois. Trop souvent, nos entreprises sont exclues des marchés étrangers ou sont victimes de pratiques prédatrices. Nous n'avons pas oublié les pratiques commerciales déloyales de la Chine. La Chine a critiqué la décision de la Commission européenne d'enquêter sur ses subventions aux véhicules électriques. Lorsque les tarifs américains ont écrasé les marchés chinois, Pékin s'est tourné vers l'Europe, espérant un accueil chaleureux et d'importants contrats. Pendant un court instant, tout semblait bien se dérouler, avec de prestigieux sommets et de grandes promesses. Mais la lune de miel est terminée. Récemment, l'Union européenne a fait marche arrière, réduisant les exportations chinoises, enquêtant sur les pratiques commerciales douteuses de Pékin et mettant sur liste noire des entreprises liées à la Chine. Ce changement majeur isole la Chine de l'un des plus grands marchés mondiaux. Le Parti communiste chinois espérait trouver un soutien en Europe, mais il fait face à une réalité brutale. Qu'est-ce qui a provoqué la rébellion européenne? Et quelles en sont les conséquences pour l'économie mondiale? Décryptons ce chaos. Actuellement, la Chine traverse une période difficile en Europe. Parlons d'abord des actes hostiles les plus récents, qui reflètent la mentalité européenne. En juin 2025, l'Europe a frappé fort en bloquant les entreprises chinoises de décrocher des contrats de dispositifs médicaux dans l'Union européenne. La Chine a été surprise en train de tricher en favorisant ces entreprises dans des accords douteux, et l'Europe a décidé de ne plus le tolérer. Mais cela va bien au-delà du simple matériel hospitalier. L'Union européenne impose aussi de lourds droits de douane sur l'acier, les pneus et les machines lourdes de Chine. Ces mesures visent à empêcher les produits chinois bon marché d'écraser les entreprises locales. L'Europe envisage de taxer les importations à bas prix de sites comme Temu et Xin, afin de réduire l'emprise du e-commerce chinois. L'Europe appelle cela la réduction des risques, mais il s'agit en réalité de se libérer des griffes économiques de la Chine. Pékin a piqué une crise, ripostant avec de faibles enquêtes sur le porc et les produits laitiers européens. Mais il est clair que Xi Jinping panique tout simplement. Le combat ne porte pas seulement sur le commerce. L'Europe rejette les technologies chinoises. L'Allemagne expulsant Huawei de son réseau 5G par peur de l'espionnage de la Chine. L'Union européenne enquête sur les véhicules électriques et éoliennes chinois, redoutant un vol de données par leur conception. Ils cherchent aussi à se libérer rapidement de l'emprise de la Chine sur des matériaux cruciaux comme le lithium que le pays accumule avidement. Nous en parlerons plus tard. L'Europe dénonce aussi les violations des droits de l'homme en Chine, sanctionnant des responsables pour les abus au Xinjiang. L'Union européenne renforce ses liens avec Taïwan, rendant son message on ne peut plus clair. Ils ont envoyé des navires de guerre patrouiller en mer de Chine méridionale, rendant Pékin complètement fou. Avec le nouveau gouvernement allemand, investi en juin dernier, prêt à augmenter la pression, l'Europe tient bon. Le désespoir de la Chine pour accéder aux marchés européens n'est pas seulement une question d'ambition, c'est en fait une question de survie. Avec l'imposition par les États-Unis de droits de douane élevés sur les produits chinois, comme 125% sur l'électronique, les exportations de Pékin vers l'Amérique ont fortement chuté début 2025. Cela représente des milliards de pertes pour un pays dont les usines doivent continuer sa tournée pour employer des millions de personnes. L'Europe, avec son marché de près de 1000 milliards de dollars, semblait être la bouée de sauvetage idéale pour remplacer ses ventes perdues. La Chine espérait séduire l'Union européenne avec des produits abordables et de grands projets pour soutenir son économie. Mais ce plan échoue. Pékin réalise que l'Europe ne sera pas son plan B. L'Union européenne riposte au lieu de dérouler le tapis rouge. Et la Chine se retrouve à essayer de sauver la face. Mais la grande question est, comment en est-on arrivé là exactement? Pour comprendre le détachement de l'Europe, il faut examiner les événements d'il y a quelques années. Les réactions sont récentes, mais cela a débuté en 2018 quand la Chine a rencontré des difficultés avec les États-Unis. C'est à ce moment-là que le président Trump est arrivé au pouvoir pour la première fois. Sous la présidence de Trump, les États-Unis ont imposé des droits de douane sur les produits chinois. Cela a compliqué la vente de produits chinois comme l'acier et l'électronique aux États-Unis. L'économie chinoise dépend beaucoup des exportations, donc cela a été un coup dur. Avec le marché américain se durcissant, la Chine a besoin d'un nouveau débouché pour ses produits et maintenir ses usines en activité. C'est alors qu'elle s'est tournée vers l'Europe, qui semblait être le partenaire idéal. L'Union européenne est l'un des marchés les plus riches au monde, où les gens achètent de tout, des voitures aux gadgets high-tech, en passant par les vêtements. La Chine a saisi l'opportunité de combler le vide laissé par ses différends avec les États-Unis. Pékin a donc commencé à redoubler d'efforts pour charmer l'Europe. Il s'agissait non seulement de vendre plus de produits, mais aussi de bâtir une relation plus profonde, afin de maintenir la force de l'économie chinoise pour l'avenir.
Au début, l'Europe était ouverte à cette idée. La Chine et l'Union européenne ont entamé des discussions pour faciliter le commerce entre elles. Ils ont organisé de grandes réunions, où les dirigeants des deux parties ont élaboré des plans. Les séances photos étaient aussi l'occasion de discuter sérieusement d'argent et de coopération. L'initiative La Ceinture et la Route est un grand projet chinois visant à construire des infrastructures de transport mondiales pour favoriser le commerce. L'Europe était cruciale dans cette stratégie. Les entreprises chinoises ont fortement investi dans des projets comme la modernisation des ports grecs pour augmenter leur capacité d'accueil des navires. Ils ont aussi débuté des projets ferroviaires en Serbie, permettant de connecter l'Europe à l'Asie et d'accélérer le fret. Ces projets ont suscité beaucoup d'intérêt. En Grèce, l'accord portuaire a créé des emplois et dynamisé les quais, une réussite pour un pays en difficulté économique. Ailleurs en Europe, les dirigeants ont vu les investissements chinois comme un moyen de dynamiser leur économie. L'Allemagne, grand fabricant de voitures et de machines, était très intéressée. Des entreprises allemandes comme BMW et Mercedes vendaient déjà des millions de véhicules en Chine. Elles voulaient vraiment continuer à faire croître ce marché. Selon eux, si la Chine investissait en Europe, cela signifierait plus d'usines, d'emplois et de ventes pour les entreprises européennes. La France était d'accord, mais pour des raisons différentes. Les entreprises françaises fabriquent des produits tels que le vin, le parfum et la haute couture. Des produits que la classe moyenne chinoise en pleine croissance commençait à acheter. L'idée d'une relation plus étroite avec la Chine signifiait que les marques françaises pouvaient en vendre encore plus. Il y avait même un grand projet appelé l'accord global sur l'investissement. C'était censé faciliter les affaires des entreprises européennes en Chine et permettre aux entreprises chinoises d'investir en Europe. Les deux parties ont passé des années à négocier l'accord, qui a semblé conclu pendant un moment. L'ambiance était optimiste. La Chine et l'Europe semblaient y bâtir une relation durable. Bien que ces accords se mettaient en place, des signes de problème étaient visibles. La Chine n'envoyait pas uniquement de l'argent en Europe, elle envoyait un flot de marchandises. En 2023, les produits chinois inondèrent l'Europe, des gadgets bon marché aux véhicules électriques. Depuis, la situation s'est aggravée. En 2025, lors de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les exportations chinoises ont saturé les marchés européens. Ce déferlement a poussé les marchés locaux à la faillite. Cela n'a pas été une infiltration progressive. Une vague massive a commencé à inquiéter la population. Ce déluge du marché a touché tous les domaines, dont l'automobile. Évoquons brièvement les véhicules électriques. L'invasion des entreprises chinoises telles que BYD et Geely en Europe est presque effrayante. Quand ils sont arrivés sur le marché, ils ont vendu des voitures électriques à des prix imbattables pour les constructeurs européens. Par exemple, un véhicule utilitaire sport électrique BYD pourrait coûter 20% de moins qu'un modèle similaire de Volkswagen ou Tesla. Comment était-ce possible ? Le gouvernement chinois subventionnait massivement ces entreprises. Pour les acheteurs européens, c'était génial. Qui ne voudrait pas d'une voiture moins chère ? Mais pour les constructeurs automobiles européens, c'est désastreux. En avril 2025, les constructeurs chinois détenaient 8,9% du marché européen des véhicules électriques. Pour que vous compreniez à quel point c'est énorme, c'est presque plus que la part d'Audi et de Tesla réunis. Pour les ventes mensuelles, BYD a dépassé Tesla pour la première fois dans les ventes de véhicules électriques en Europe. En avril, elle a vendu 7230 et une unité contre 7165 unités pour Tesla. Vous commencez à voir la tendance ici. La Chine met ses griffes dans tous les secteurs. Naturellement, une telle domination du marché n'est pas sans conséquences pour l'Europe. Des entreprises comme Volkswagen, employant des milliers de personnes en Allemagne, ont vu leurs ventes baisser. Les usines de pièces automobiles et plusieurs autres industries européennes ont été durement touchées. Au rythme actuel, des milliers d'emplois ont été perdus car Porsche, VW, Audi et Volvo ont annoncé d'importantes suppressions de postes. Les industries comme la sidérurgie européenne souffrent de la pression de l'acier chinois très bon marché, impossible à concurrencer. En Italie, de petites usines de fabrication de machines ferment déjà leurs portes. En Pologne, les ouvriers et le secteur manufacturier sont inquiets pour leurs emplois. Les chiffres sont éloquents. En 2024, la Chine a exporté pour 600 milliards de marchandises vers l'Union européenne, devenant ainsi le principal importateur de l'Europe. Mais l'Europe ne vendait pas autant en retour à la Chine. Le déficit commercial s'élevait à la somme choquante de 330 milliards de dollars. Cela dépasse leur déficit de 320 milliards de dollars en 2023, mais reste inférieur au record de 427 milliards de déficit en 2022. C'est un schéma sévère d'argent quittant l'Europe pour aller en Chine. Ce déséquilibre a fini par inquiéter les dirigeants européens. Ils craignent que si la situation perdure, la Chine prenne le contrôle, causant l'effondrement de secteurs entiers.
Les changements d'humeur ne concernent pas seulement l'argent. Une crainte plus grande est apparue. Que se passerait-il si l'Europe devenait trop dépendante de la Chine ? La Chine domine 70% de la production mondiale de batteries dont dépendent la majorité des véhicules électriques européens. Si la Chine coupait ses approvisionnements, par exemple lors d'un différend commercial, l'industrie automobile européenne pourrait être paralysée. Les équipements chinois nécessaires aux hôpitaux européens suscitent la même préoccupation fondée. Durant la pandémie de coronavirus disease 19, l'Europe a réalisé les risques de dépendre d'un seul pays pour ses approvisionnements vitaux. Face à des pénuries, la Chine a conservé des articles comme les masques et les médicaments, mettant l'Europe en difficulté. Ce souvenir a marqué les dirigeants européens et influence leur perception actuelle de la Chine. De nombreux Européens se méfient d'une association avec Pékin. Selon un récent sondage réalisé dans 11 États membres de l'Union européenne par le Conseil européen des relations internationales, seulement, en moyenne 4%, considèrent la Chine comme un soi-disant allié. 37% la considèrent comme un rival ou un adversaire. En France, où la protection des entreprises locales c'est crucial, les politiciens s'expriment franchement. Marine Le Pen, une éminente femme politique française, s'est prononcée en faveur du blocage des produits chinois afin de préserver les emplois en France. Même des dirigeants modérés comme le chancelier allemand admettent que le déséquilibre commercial est un problème. Ils affirment que l'Europe doit défendre ses travailleurs et ne pas laisser la Chine prendre le dessus. Ce revirement contraste avec l'enthousiasme passé de l'Europe pour les investissements chinois. Cela ouvre la voie à des politiques plus strictes et à une relation plus froide, tandis que les États-Unis accentuent la pression alors que l'Europe est aux prises avec ses préoccupations. Le président Trump ne recule pas face à la Chine. En fait, il augmente la pression. Sa nouvelle politique commerciale est basée sur les droits de douane. Il cherche à maximiser le coût des produits chinois aux États-Unis. Actuellement, il impose un tarif de 125% sur certains produits électroniques chinois et de 50% sur l'acier. Mais Trump va plus loin en proposant un accord à d'autres pays, dont l'Europe. L'offre est claire. Si vous restreignez les produits chinois sur vos marchés, les États-Unis baisseront les tarifs sur vos exportations. Par exemple, si l'Union européenne accepte de restreindre l'acier chinois, les États-Unis pourraient baisser les taxes sur les voitures ou le vin européen. C'est une offre tentante, car l'Europe envoie chaque année pour environ 570 milliards de marchandises aux États-Unis. Un meilleur accès au marché américain pourrait signifier plus de ventes et d'emplois. C'est exactement le plan de Donald Trump. Isoler davantage la Chine sur la scène mondiale et laisser Pékin à l'écart. Le défi actuel est que l'Union européenne regroupe 27 nations ayant chacune ses propres priorités, et non un seul pays. L'Allemagne hésite à entrer en conflit avec la Chine. Ses constructeurs automobiles, comme BMW et Mercedes, vendent une voiture sur 3 en Chine. Si l'Union européenne se montre ferme envers les importations chinoises, la Chine pourrait compliquer la tâche des entreprises allemandes sur son territoire. En 2024, la Chine était le deuxième plus grand marché d'exportation de l'Allemagne, avec une valeur d'environ 100 milliards d'euros. Perdre cela ferait mal. Cependant, devinez qui était numéro 1 ? C'est exact, les États-Unis. L'Allemagne approuve aussi la proposition américaine. La France est aussi prête à soutenir les États-Unis, voyant l'influence grandissante de la Chine comme une menace. Cela est particulièrement vrai pour des secteurs clés de l'économie française, comme la mode et l'alimentation. Les petits pays de l'Union européenne favorisent les États-Unis. La Pologne, la Lituanie et la République tchèque voient la Chine comme un rival économique et géopolitique. Ils se méfient des liens Chine-Russie, surtout depuis la guerre en Ukraine. Pour ces nations, s'aligner avec les États-Unis est logique. C'est une façon de protéger leur sécurité et leurs finances. Mais obtenir l'accord des 27 pays de l'Union européenne, c'est comme essayer de rassembler des chats. Lors des réunions commerciales à Bruxelles, les dirigeants se disputent constamment sur la marche à suivre. Certains veulent suivre les États-Unis et imposer leurs propres droits de douane à la Chine. D'autres préfèrent continuer à dialoguer avec Pékin pour éviter une guerre commerciale. Valdez Zamborowski, commissaire européen au commerce, cherche un équilibre. Les tarifs douaniers de Trump exercent une pression considérable sur l'Europe. Ils changent la façon dont le commerce fonctionne dans le monde entier. Le Japon et la Corée du Sud subissent également une pression. En avril 2025, les exportations sud-coréennes vers la Chine ont baissé de 10%, en partie à cause des tarifs américains qui perturbent les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les constructeurs automobiles chinois comme Toyota signalent aussi un ralentissement des ventes en Chine. Cela montre comment les politiques de Trump obligent tout le monde à repenser leurs relations commerciales. L'Europe doit choisir, s'aligner sur les États-Unis au risque de froisser la Chine, ou rester neutre et subir des tarifs douaniers américains plus élevés. Quoi qu'il en soit,
la Chine perd en influence et l'Europe l'aperçoit de plus en plus comme un problème plutôt qu'un partenaire. Face à l'accumulation des nuages, la Chine reste-t-elle passive? Bien sûr que non. Alors que l'Europe lui claque la porte au nez, Xi Jinping prend la route pour se faire de nouveaux amis. En avril 2025, il a traversé le Vietnam, la Malaisie et le Cambodge, signant plus de 100 accords sur le commerce, la politique et les infrastructures. La Chine multiplie les efforts pour sécuriser les débouchés de ses produits, de l'électronique à l'acier, face au durcissement européen. Xi a signé des accords ferroviaires au Vietnam pour stimuler le commerce. Et au Cambodge, il a soutenu des projets de canaux et de villes intelligentes pour les rapprocher de Pékin. La Malaisie a reçu des promesses de fonds pour les ports et les chemins de fer, tout cela faisant partie du plan de la Chine pour remplacer l'immense marché européen. Mais tout ne se passe pas sans accroc. Ces pays restent prudents, entre les tarifs américains et l'influence chinoise. L'offensive de charme de Xi révèle un désespoir, car le rejet européen oblige Pékin à tout tenter pour garder son économie à flot. Toutefois, de nouveaux partenaires pourraient se méfier des promesses de la Chine suite à son revers en Europe. Les nouveaux marchés de la Chine et ses anciens projets en Europe, comme l'initiative La Ceinture et la Route, se sont effondrés. Nous en discuterons bientôt. En plus de la pression des tarifs, la Chine empire aussi sa propre situation. Pékin essaie de repousser l'influence occidentale, mais il le fait de manière à se retourner contre lui. Cela nous amène à leur embarras le plus récent. Le Parti communiste chinois a tenté une manœuvre sournoise en utilisant TikTok pour nuire aux marques occidentales, et a fini par aggraver sa situation avec l'Europe. Vous savez qui produit des accessoires de haute qualité pour ces marques de luxe comme Chanel, Estée Lauder, L'Oréal? Vous affirmez être le fournisseur des accessoires de beauté pour de grandes marques de luxe telles que Lafayette et MAC? Chemera, Bobbi Brown et même l'hôtel Rosewood. La semaine dernière, nous avons reçu notre commande de Loiden d'environ 20 000 peignes, une seule couleur. Voici notre plateau de peinture, l'un de nos entrepôts et notre zone de matériaux. Nous avons commandé ici toutes les plaques d'acétate. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? C'est comme du polychlorure de vinyle ou de l'acrylique? C'est du matériau acétate. Le matériau est écologique, durable et plus flexible que le polychlorure de vinyle ou l'acrylique. C'est le matériau le plus cher dans notre domaine. Pour celui-ci, par exemple, celui-ci coûte environ 50 renminbi la pièce. Une pièce, 50 renminbi? Oui, 50 renminbi, c'est son prix. Oui. Le Parti communiste chinois utilise TikTok pour influencer la pensée des gens. Début 2025, avec l'intensification des tensions commerciales sino-européennes, le Parti communiste chinois a décidé d'utiliser TikTok comme une arme. Ils ont ciblé des marques occidentales comme Lululemon et Louis Vuitton, très populaires en Europe. L'idée c'était de donner une mauvaise image de ces marques, comme si elles utilisaient de la main-d'œuvre bon marché ou manquaient de respect aux cultures. Le but était d'inciter les consommateurs européens à les abandonner et à acheter des produits chinois à la place. Plutôt louche, non? Ils ont rémunéré des influenceurs pour critiquer ces marques dans des vidéos, que l'algorithme TikTok a diffusé à des millions de spectateurs. Le Parti communiste chinois a dissimulé ses traces en faisant transiter l'argent par des intermédiaires, mais toute l'affaire portait clairement leur empreinte. Et c'est là que ça se complique. L'Europe n'a pas marché. L'Union européenne, surveillait déjà de près TikTok en raison de problèmes de confidentialité. Lorsqu'ils ont appris cette campagne, ils ont infligé à TikTok une lourde amende pour avoir transféré des données utilisateurs en Chine, enfreignant leur loi sur la confidentialité. Ils ont ensuite cherché à déterminer si l'algorithme de TikTok diffusait de la propagande chinoise. Cette tape sur les doigts a fait considérer la Chine comme une menace pour la sécurité de l'Europe. Le Parti communiste chinois croyait maîtriser le récit, mais a finalement donné à l'Europe une raison de durcir sa position. De plus, les consommateurs européens n'ont pas été dupés par les vidéos TikTok. De nombreuses personnes ont percé à jour les mensonges, surtout quand des marques comme Lululemon ont affirmé ne pas utiliser les usines chinoises citées dans les vidéos. Louis Vuitton a nié toute implication dans les allégations avancées dans les vidéos. Sur des plateformes comme X, les gens ont commencé à qualifier TikTok d'outil de propagande chinoise. Au lieu de nuire aux marques, la campagne a donné à TikTok une image de manque de fiabilité. Les Européens ont alors remis en question son utilisation. Le plan du Parti communiste chinois pour retourner les acheteurs contre les marques occidentales a échoué, et il a en fait rendu les gens plus fidèles à ces entreprises. Le chaos a non seulement touché les réseaux sociaux, mais aussi l'économie chinoise. L'Europe cherchait déjà à réduire ses dépenses sur les produits chinois en raison des tensions commerciales. L'affaire TikTok a renforcé cette volonté d'accélérer le processus. De grandes entreprises européennes ont commencé à déplacer leurs usines vers l'Asie du Sud-Est ou l'Europe de l'Est, excluant la Chine. En essayant de nuire aux marques occidentales, le Parti communiste chinois a fini par nuire à ses propres entreprises, ce qui était la dernière chose qu'il voulait réellement.
En somme, cette campagne TikTok fut une grave bévue du Parti communiste chinois. Ils croyaient pouvoir surpasser l'Europe, mais ont seulement paru être des tyrans tentant de contrôler l'opinion publique. Cela leur a coûté confiance, argent et influence, et l'Europe est désormais plus unie que jamais face à la Chine. Cet échec n'a fait que renforcer la résistance, illustrant parfaitement l'effet boomerang d'un plan qui se retourne contre soi. La Chine n'oubliera pas de sitôt cette leçon. Mais le problème ne se limite pas au sabotage raté sur les réseaux sociaux. Le projet ambitieux de la Chine visant à conquérir l'Europe via son initiative des nouvelles routes de la soie a échoué, comme le démontre l'exemple de l'Italie. En 2013, la Chine a lancé son initiative des nouvelles routes de la soie. C'était un plan ambitieux pour dépenser des milliards afin de construire des infrastructures à travers l'Asie, l'Afrique et l'Europe. L'idée était simple. La Chine financerait de nouvelles infrastructures pour stimuler le commerce, au bénéfice de tous. Mais pour la Chine, il s'agissait en réalité de verrouiller les pays dans son orbite, d'étendre son influence et d'inonder les marchés avec ses produits. L'Europe, avec ses consommateurs aisés et ses ports stratégiques, était une cible de choix, et, pendant un temps, cela semblait fonctionner avec l'argent chinois affluent dans des pays comme la Grèce et la Serbie. Mais l'Europe n'y croit plus, et le rejet du plan par l'Italie montre à quel point la Chine s'est trompée dans ses calculs. L'Italie a fait sensation en 2019 en devenant la seule grande économie occidentale à rejoindre l'initiative chinoise. Confrontée à une économie faible, l'Italie voyait dans l'argent chinois une bouée de sauvetage. L'accord visait à améliorer des ports tels que Gênes et Trieste, faisant de l'Italie un hub pour les produits chinois. Le président chinois Xi Jinping est arrivé à Rome, signant des documents et vantant de grandes réussites. Cela semblait être un triomphe pour Pékin, prouvant que son plan pouvait attirer même les nations occidentales les plus sceptiques. Mais à la fin de 2023, l'Italie a claqué la porte, se retirant de l'accord. Pourquoi ? Parce que les promesses de la Chine se sont révélées être un piège. Les avantages qu'espérait l'Italie ne sont jamais arrivés. Au lieu de stimuler les exportations italiennes, l'accord a permis un afflux massif de produits chinois, nuisant aux entreprises locales. Le déficit commercial de l'Italie avec la Chine s'est creusé, et les ports sont restés dans l'attente de projets qui n'ont jamais vu le jour. Les entreprises chinoises devaient te construire. Mais l'argent a manqué ou s'est perdu dans la bureaucratie. Les Italiens se sont sentis dupés, comme si leur rêve brillant n'avait profité qu'à la Chine. La première ministre Giorgia Meloni a qualifié cela de grave erreur, affirmant que l'Italie n'a reçu que des promesses creuses. Face aux électeurs fatigués, son gouvernement s'est retiré pour sauvegarder les emplois et la fierté de l'Italie. Le départ italien ne se résumait pas à de mauvais accords. C'était un signal d'alarme pour l'Europe. D'autres pays comme la Hongrie et le Portugal avaient aussi adhéré, espérant des fonds chinois pour relancer leur économie. Mais ils ont fait face aux mêmes défis. Projets bloqués, endettement grandissant et doutes sur les réelles motivations chinoises. La ligne ferroviaire hongro-serbe, financée par des prêts chinois, s'avère être un gouffre financier bien plus coûteux que prévu. Les dirigeants européens ont réalisé que l'initiative chinoise était en réalité un moyen pour la Chine d'écouler ses produits et de prendre le contrôle plutôt qu'un véritable partenariat. L'échec de la Chine en Italie, un acteur clé de l'Occident, rend difficile pour Pékin de présenter son initiative comme un succès mondial. C'est le signe que l'Europe ne fait plus confiance aux grands discours de la Chine. Au lieu de gagner en influence, la Chine a maintenant une réputation de promesses non tenues. La décision italienne s'aligne sur la stratégie européenne de protection des marchés et de résistance aux manœuvres économiques chinoises. Pour la Chine, c'est une nouvelle fissure dans son rêve de dominer le commerce mondial, et l'Europe montre clairement qu'elle ne compte pas jouer le jeu. Cependant, la riposte européenne ne se limite pas au commerce ou aux projets avortés. Elle vise aussi les astuces technologiques chinoises, notamment celles d'entreprises comme Huawei. La Chine crée des remous négatifs dans le domaine technologique mondial. Les géants technologiques chinois Huawei et Xiaomi sont très présents en Europe, Huawei détenant à elle seule 20% du marché des équipements télécoms de l'Union européenne en 2024. Mais les inquiétudes en matière de sécurité grandissent. Les gouvernements européens craignent que la technologie chinoise puisse être utilisée pour espionner ou perturber des systèmes critiques. Les inquiétudes grandissantes concernant Huawei ne sont pas récentes. En 2025, l'Allemagne et la France réévaluent son rôle dans la 5G, suscitant des appels à une interdiction totale de l'entreprise. Des entreprises technologiques chinoises partagèrent des données avec Pékin, soulevant des inquiétudes quant aux lois européennes sur la vie privée. La réponse de la Chine à ces préoccupations n'aide pas. Au lieu de répondre à leurs inquiétudes, Pékin redouble d'efforts. Elle accuse l'Europe de cibler injustement ces entreprises et menace de restreindre l'accès des sociétés européennes au marché chinois. En 2025, la Chine a évoqué de possibles règles plus strictes pour les constructeurs automobiles européens, tels que Volkswagen. C'est vraiment embêtant, car Volkswagen dépend de la Chine pour 40% de ses ventes mondiales. De telles représailles incitent les dirigeants européens à se méfier de la Chine. Si Pékin est prêt à punir l'Europe pour avoir protégé ses intérêts, quel genre de partenaire est-ce ? La réponse est claire, ce n'est pas un partenaire fiable pour l'Europe.
Un autre domaine où la Chine rencontre vraiment des difficultés, c'est dans son approche des objectifs énergétiques verts de l'Europe. La Chine a mal évalué un marché potentiel, déclenchant une réaction en Europe. L'Europe est pleinement engagée dans la lutte contre le changement climatique, avec des plans pour réduire les émissions de carbone de 55% d'ici 2030. Cela implique de construire de nombreux panneaux solaires, éoliennes et voitures électriques. La Chine a vu une opportunité de domination en fabriquant déjà 85% des panneaux solaires et 60% des composants d'éoliennes dans le monde. En 2024, des entreprises chinoises comme Jinko Solar et Longyi ont envoyé pour 10 milliards d'euros d'équipements solaires en Europe. Cet acte, loin d'être anodin, a sous-coté les producteurs locaux de 30%. Cela semble être une victoire pour la Chine, mais cela pose problème. L'Europe refuse de remplacer sa dépendance au gaz russe par une autre envers la technologie verte chinoise, ce qui a mis en branle les rouages de l'Union européenne, sans surprise. En mai 2025, elle a proposé un tarif de 25% sur les panneaux solaires chinois et de 20% sur les pièces de turbines éoliennes. Ces taxes visent à permettre aux entreprises européennes, telles que Siemens Gamesa d'Allemagne, d'être compétitives. Sans elles, l'industrie européenne de l'énergie verte pourrait s'effondrer avant même d'avoir démarré. Par exemple, une usine solaire en Espagne a fermé en 2024 parce qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec les prix chinois. Cela signifiait 300 emplois perdus et un recul pour les plans climatiques de l'Europe. Les tarifs de l'Union européenne ne concernent pas seulement l'argent. Il faut s'assurer que l'Europe puisse bâtir son avenir sans dépendre de la Chine. Et comme toujours, la réaction chinoise empire les choses. Au lieu de négocier, Pékin menace de limiter l'accès de l'Europe aux terres rares. Ces minéraux sont essentiels pour fabriquer des batteries et des turbines. La Chine contrôle 90% de l'approvisionnement mondial de ces minéraux, donc c'est une menace importante. En 2025, la Chine a réduit de 10% ses exportations de terres rares vers l'Europe, affirmant en avoir besoin pour ses propres industries. Cette décision s'est retournée contre elle. L'Europe investit désormais 2 milliards d'euros pour développer ses propres ressources minérales. Elle développe des mines de lithium au Portugal et des programmes de recyclage en Suède. Elle signe aussi des accords avec le Canada et l'Australie pour s'approvisionner en minéraux à l'étranger. L'approche agressive de la Chine incite l'Europe à diversifier ses partenariats, une tendance risquée pour Pékin. De plus, l'Europe durcit les règles sur les investissements chinois. Auparavant, les entreprises chinoises rachetèrent des sociétés européennes, des ports aux entreprises technologiques, sans grande opposition. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. En 2025, l'Union européenne a renforcé son processus de contrôle des investissements pour vérifier si les acheteurs étrangers représentent un risque pour la sécurité. Cela a déjà bloqué plusieurs accords chinois, comme quand le gouvernement allemand a empêché Elmos, fabricant de puces de Dortmund, de vendre son site à une entreprise chinoise. Les responsables ont affirmé que l'acquisition menacerait l'ordre public et la sécurité en Allemagne. Un autre accord bloqué impliquait ERS Electronic, une entreprise bavaroise de semi-conducteurs spécialisée dans les tests thermiques de plaquettes. Le gouvernement allemand a confirmé avoir bloqué une deuxième acquisition chinoise, sans révéler les détails. Le message est clair, l'Europe ne laisse pas la Chine prendre le contrôle de ses industries stratégiques. Un autre progrès significatif est le rapprochement avec les États-Unis. L'accord tarifaire de Donald Trump, offrant des tarifs préférentiels aux pays limitant les produits chinois, progresse. En avril 2025, l'Union européenne et les États-Unis ont entamé des discussions sur de nouveaux accords commerciaux pour réduire la dépendance à la Chine. Cela inclut des projets communs sur les semi-conducteurs, un secteur où la Chine contrôle 60% de la chaîne d'approvisionnement. Les États-Unis et l'Union européenne collaborent pour établir leur propre chaîne d'approvisionnement, en excluant la Chine. Pour l'Europe, c'est un moyen d'équilibrer ses échanges commerciaux, sans trop subir l'influence de Trump. C'est une décision pragmatique, mais c'est une mauvaise nouvelle pour Pékin. Ces changements sont en train de redéfinir la place de la Chine dans le monde. Avec le retrait de l'Europe, la Chine perd l'accès à un marché qui achète annuellement pour 600 milliards de dollars de ses produits. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais d'un changement géopolitique. L'économie chinoise ralentit déjà, avec une croissance de 4,5% en 2024 en dessous des moyennes historiques. Perdre la confiance de l'Europe complique le fonctionnement des usines chinoises et le maintien de l'emploi. Pendant ce temps, l'Europe trouve de nouveaux partenaires comme l'Inde et l'Asie du Sud-Est pour combler le vide. En 2025, l'Inde a signé un accord commercial avec l'Union européenne, s'engageant à fournir de l'électronique et des textiles à des prix compétitifs. Cela montre que l'Europe progresse, contrairement à la Chine qui est à la traîne. Pour elle, les enjeux dépassent le simple cadre commercial. L'influence mondiale de Pékin dépend de son image de partenaire fiable. Mais avec le détournement de l'Europe, cette image s'effrite. D'autres pays observent la situation et reconsidèrent leurs liens avec la Chine. L'Australie s'oppose aux investissements chinois, citant des préoccupations de sécurité similaires à celles de l'Europe.
Même en Afrique, où la Chine a dépensé des milliards dans les infrastructures, certains pays se demandent si la dette en vaut la peine. Le rêve chinois de dominer l'économie mondiale s'éloigne, principalement à cause du refus européen. Quelles en sont les conséquences ? Le retournement de l'Europe envers la Chine est l'histoire d'immenses espérances déçues. Le début était marqué par les projets ambitieux de la Chine pour charmer l'Union européenne, quand les deux parties y voyaient une occasion de profit mutuel. Mais l'afflux de produits bon marché chinois, ses maladresses culturelles et ses tactiques agressives ont changé l'ambiance. L'Union européenne, soucieuse de ses emplois, industrie et sécurité, commence à riposter. Les droits de douane, les règles d'investissement et les nouvelles alliances avec les États-Unis font partie du changement, qui a des conséquences bien réelles pour la Chine. Une économie affaiblie, moins d'alliés et un avenir plus difficile. Cela concerne non seulement l'Europe et la Chine, mais le monde entier. Le commerce lie les pays. Quand un acteur majeur comme l'Union européenne change de cap, tous le ressentent. Les erreurs de la Chine lui sont coûteuses, et la réaction européenne redéfinit le commerce mondial. L'ère des accords faciles et des marchés ouverts cède la place à la prudence et à la concurrence. Pour Pékin, le message est limpide. On ne peut pas s'imposer par la force. L'Europe tient bon, et la Chine la prend à ses dépens.